Nous voyons une fille poignarder brutalement un garçon avec un couteau. Le garçon ne peut s'empêcher de se demander ce qui se passe et pourquoi on le tue. Au moment où il tente de se lever, la fille le tue brutalement d'un coup fatal. L'instant d'après, il se réveille et voit qu'un vieux lutin vert se tient devant lui. Il se demande pourquoi il est en vie, mais le vieux gobelin s'approche et lui donne un nom, Goburo. Il comprend alors qu'il a été réincarné dans un autre monde, mais sous la forme d'un humble gobelin. Le lendemain, alors qu'il se réveille, il s'aperçoit qu'il a grandi et révèle que c'est l'une des capacités des gobelins, qui grandissent plus vite dans ce monde. Il jure que son ancienne vie était dégoûtante, mais qu'il fera tout pour survivre dans ce monde. Le vieux gobelin entre alors en scène et, après leur avoir donné à manger, déclare qu'à partir de maintenant, il ne leur donnera plus rien à manger et qu'ils devront se débrouiller seuls. Notre gobelin réincarné Goburo pense que c'est une mauvaise chose, mais il regarde alors le grand gobelin de son troupeau et a une idée. Il sort alors de sa grotte avec le grand gobelin, qui s'appelle Gobukishi, et se rend dans la forêt pour trouver de la nourriture. Il fait part de son idée à Gobukishi et lui dit que le devoir de Gobukishi est d'amener leur proie à l'endroit désigné, et qu'il y achèvera avec tout ce qu'il a. Gobukishi accepte et fait de même, et ils sont en mesure de chasser leur première proie. Leur première proie s'avère être un lapin sauvage à cornes. Goburo est heureux qu'ils aient enfin trouvé de la nourriture, mais Gobukishi essaie de le manger seul sans le partager avec Goburo. Goburo se met en colère et le bête, puis déclare qu'ils sont ensemble dans cette chasse et qu'ils partageront la nourriture ensemble. C'est alors qu'il se rend compte qu'il a besoin d'une arme pour tuer sa proie, sinon il risque de ne pas y arriver. Il coupe donc la corne du lapin et pense qu'elle lui servira de couteau lors de la prochaine chasse. Cependant, à sa grande surprise, il reçoit un statut dans sa tête qui lui dit qu'il a obtenu la corne d'une petite créature. Goburo se demande ce que c'est, mais le repousse rapidement après avoir réalisé que Gobukishi veut manger de la nourriture. Ils mangent alors leur première proie, et Gobukishi est heureux d'avoir enfin trouvé quelque chose de plus savoureux que ces vilains insectes. Ils commencent alors à chasser ensemble dans la forêt, Gobukishi menant la proie et Goburo l'achevant à l'aide d'un couteau à cornes. Alors qu'ils mangent, Goburo reçoit à nouveau un message du statut, qui indique cette fois que Goburo a acquis une nouvelle compétence appelée évasion. En voyant cela, il réalise que dans sa vie antérieure, il était également né avec cette compétence rare qui lui permettait de manger n'importe quoi, y compris du fer, de l'or et du poison. Il pense que les compétences de sa vie passée ont été réinitialisées dans ce monde et se demande quel type de compétences il obtiendra à l'avenir. Il donne ensuite un de ses couteaux à cornes à Gobukishi et lui demande de chasser les monstres avec. Cependant, le soleil se couche et ils se dirigent vers leur grotte. Là, une fille gobelin nommée Gobumi est stupéfaite des talents de chasseur de Goburo. Elle dit que Goburo est incroyable avant de révéler qu'il est le seul à avoir survécu alors que les autres gobelins sont morts aux mains des lapins de cornes. Gobukishi lui dit que Goburo n'était pas seul, car il était là avec lui et l'a aidé, mais Gobumi ne s'intéresse qu'à Goburo. Voyant son enthousiasme pour lui, Goburo l'invitait à leur prochaine chasse, et elle accepte rapidement. Cependant, leur chasse est emportée par la pluie, et Goburo décide de se rendre dans la zone de stockage du gobelin pour trouver quelque chose d'utile qui pourrait lui permettre de fabriquer sa nouvelle arme. Là, il est choqué de voir un groupe de femmes humaines captives et se demande ce qu'elles font ici. Il interroge le chef du troupeau de gobelins, Gobuji, mais celui-ci ne prête aucune attention à sa question et déclare plutôt qu'il va monter en niveau plus rapidement que prévu. Goburo se demande de quoi il parle, et Gobuji l'informe que les gobelins les plus modestes sont nés avec une capacité de statut, ce qui signifie qu'ils peuvent maximiser leur statut en chassant leur proie. Il lui révèle que s'ils atteignent le niveau 100, ils pourront évoluer vers une forme de vie plus avancée, le Hobogolin, mais ce n'est pas une tâche facile car des dizaines de gobelins se font tuer en essayant de le faire. Cependant, il est persuadé que Goburo sera le premier de son troupeau à réussir cet exploit. Gobuji retourne alors à la grotte et l'informe que des gobelins évolués d'un autre village arriveront bientôt ici, et qu'il pourra voir à quoi ressemble un hobgoblin évolué. Notre gobelin réincarné entend cela et se jure d'atteindre le niveau 100 avant leur arrivée. Le lendemain, il chasse des serpents et des monstres de niveau moyen, et cette fois, Gobumi est aussi avec eux. Gobumi est heureuse de pouvoir manger de la viande, mais Goburo reçoit un autre message du statut, qui déclare qu'il a acquis de nouvelles compétences, dont la thermographie, le venin, la résistance au venin, la recherche et le mauvais œil. Goburo n'arrive pas à croire que le serpent était si puissant, mais il se promet de devenir plus fort pour pouvoir survivre dans ce monde dans sa seconde vie. Ils se rendent alors dans la grotte des chauves-souris et tentent de les abattre, mais ils se retrouvent piégés par le nombre de chauves-souris. Goburo s'en aperçoit et active sa compétence œil maléfique. Les chauves-souris sont alors paralysés et ils les achèvent rapidement avec leurs armes. Après cela, il mange à l'extérieur de la grotte et le statut l'informe à nouveau qu'il a acquis de nouvelles compétences,
notamment l'écolocalisation, le vampirisme et la vamphilie. Il n'arrive pas à croire qu'il a acquis de nouvelles compétences en une journée, mais il ne s'est pas rendu compte que certains gobelins de son troupeau les espionnaient. La nuit, alors qu'ils dorment dans leur grotte, les mêmes gobelins essaient de le tuer, mais sa compétence de recherche est utile et il les élimine rapidement avec son couteau, qui a été mélangé à sa compétence de venin. Goburo leur demande la raison de cette attaque, et les gobelins lui révèlent qu'il mangeait tout seul alors qu'il n'avait rien à manger. Cela les a mis en colère, et c'est pourquoi ils ont décidé de le tuer. Goburo croit que c'est de sa faute et épargne alors leur vie, mais Gobumi arrive furieusement et tue l'un des gobelins. Le lendemain, le trio suit un grand ogre. Gobukishi et Gobumi l'attaquent avec un de leurs couteaux à cornes et lui arrachent les mains et les jambes, et Goburo l'achève en lui perçant la poitrine avec 2 couteaux à cornes. Il mange alors le grand ogre et le statut l'informe qu'il a acquis de nouvelles compétences, dont la libido, le langage ORC et l'analyse de la détection. Goburo trouve cela formidable, mais il empêche Gobumi et Gobukishi de manger d'autres monstres et déclare qu'ils vont emmener les autres monstres à la grotte pour que leurs frères puissent les manger aussi. Les autres gobelins le remercient de leur avoir apporté de la nourriture, mais notre gobelin réincarné Goburo n'arrive pas à croire qu'il les aide, lui qui était un maniaque qui n'avait jamais envisagé d'aider les autres dans son ancienne vie. Il pense que quelque chose a changé en lui depuis qu'il s'est réincarné dans ce monde, mais il repousse cette idée et s'endort. Il essaie de dormir, mais le statut l'informe qu'il a dépassé les valeurs de niveau et qu'il va évoluer vers une forme avancée de gobelin. Cependant, notre gobelin réincarné ne veut pas recevoir la bénédiction du grand dieu de la mort et de l'origine, il veut juste dormir paisiblement. Le lendemain, alors qu'il se réveille de son profond sommeil, il se rend compte que son corps et son apparence ont changé. Il n'est pas le seul, car Gobukishi a lui aussi évolué vers une forme avancée de gobelin. Les autres gobelins sont choqués et n'arrivent pas à croire qu'ils ont progressé en seulement un mois, mais Gobukishi est content et dit à Goburo de se battre avec lui, car il veut savoir qui est le gobelin le plus fort parmi eux. Ils s'affrontent donc, et Goburo le met rapidement à terre en montrant son immense puissance et ses plus grandes compétences. À ce moment-là, Goburo entend quelque chose et dit à Gobumi d'apporter son arbalète ici, car ils en auront bientôt besoin. Nous voyons alors que certains des grands loups chassent les lapins de cornes et les tuent pour s'amuser. Ils ne s'arrêtent pas là et tuent un grand ogre qui passait par là. Goburo voit cela et dit à Gobumi de les attaquer avec une arbalète. Gobumi s'exécute et tue l'un des loups avec une flèche mélangée à du venin. Ils attaquent ensuite les loups avec leurs formes avancées et les éliminent rapidement grâce à leurs nouvelles compétences. Le chef de la meute tente de tuer Goburo, mais Gobumi l'abat d'une flèche, et il tombe devant Goburo. Goburo le dévore, et le statut l'informe alors qu'il a acquis de nouvelles compétences, dont la chasse sauvage, l'armure de peau et une compétence de commandement appelée ordre. Il ramène tous les loups tués à la grotte et les donne à leur troupeau. Les gobelins remercient Goburo de leur avoir apporté de la nourriture et lui demandent de leur apprendre à chasser, car ils veulent être à ses côtés. Goburo entend cela et déclare qu'il leur apprendra à chasser. Les gobelins le remercient et disent que c'est un bon gars, mais Goburo n'est pas d'accord avec cette affirmation. Cependant, notre gobelin réincarné se promet de chasser encore plus de monstres et de manger le plus possible afin de devenir un gobelin plus fort qui pourra protéger ses camarades. Au 5e jour d'entraînement avec les autres gobelins, Goburo, fatigué, décide d'aller se reposer. Lorsqu'il arrive dans sa chambre, il retrouve Gobumi, mais elle a également évolué, devenant très sexy. Je doute que Goburo soit encore fatigué de son entraînement. Le 17e jour, toutes les femmes humaines qui étaient prisonnières se sont suicidées. Goburo organise un service commémoratif pour les femmes avec Gobukishi. Le 24e jour, Goburo entraîne les autres gobelins. Entre-temps, il a mangé tous les ennemis qu'il a pu trouver et a appris beaucoup de nouvelles techniques. C'est alors qu'un autre groupe de gobelins s'approche. Goburo se prépare à protéger les autres, mais Gobuji l'arrête et lui explique qu'il s'agit de leur père. Goburo est alors choqué et découvre que les gobelins ont capturé un autre groupe de femmes humaines. Les gobelins les plus méchants et les plus dégoûtants sont heureux car le dernier groupe s'est suicidé. Il s'avère que l'ADN des gobelins est si fort que lorsqu'ils s'accouplent avec d'autres espèces, le résultat est toujours un enfant gobelin. Goburo comprend l'instinct de reproduction, mais cela ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ce qui se passe et il demande à s'occuper des femmes humaines, mais cela ne fait qu'énerver les autres gobelins. L'affrontement est sur le point de commencer, mais 2 filles, Ozubato et Obuse, arrivent pour dire nonchalamment aux 2 factions de ne pas s'engager dans une guerre civile. Ozubato explique que les chefs des 2 générations de gobelins vont se battre et que le vainqueur décidera du sort du village. Goburo se termine très vite car il utilise une sorte de corde mystérieuse. Les autres ne comprennent pas comment il a fait, alors Goburo explique que c'est une compétence qui lui permet de produire de la soie d'araignée et qu'il a apprise après avoir mangé une araignée démoniaque.
Les filles sont étonnées que quelqu'un comme lui soit né pendant leur absence et Goburo annonce qu'il est le nouveau chef du village. Goburo ordonne également à tout le monde de ne pas toucher aux femmes humaines et qu'ils trouveront le temps de les renvoyer dans un village humain. Les filles se demandent si elles vont devoir faire quelque chose et découvrent que Goburo veut apprendre à connaître les humains. Goburo leur pose quelques questions et découvre que ces filles faisaient partie d'une activité illégale. Lorsque les gobelins les ont attaquées, tous les humains ont été massacrés et ces 5 filles étaient les seules survivantes. Le 28e jour, Goburo fut surpris de voir que les filles semblaient heureuses. Goburo leur fit la cuisine. Parmi les filles, il y a 2 sœurs qui sont cuisinières et couturières. La fille aux lunettes est alchimiste, la fille aux cheveux bruns est forgeronne et la fille aux cheveux roux est une guerrière novice. Ils décident de la faire participer à leur entraînement. Plus tard, Goburo entraîne tout le monde à fond et les insulte pour les stimuler. Les jours suivants, il se concentre sur des exercices de groupe. Le 31e jour, il pleut, alors Goburo et Gobukishi font un entraînement très intense, sous les yeux ébahis de tout le monde. Ce soir-là, Goburo sent qu'un groupe de gobelins est sur le point d'enfreindre sa règle concernant les femmes humaines. Goburo tranche l'un des gobelins et bloque les autres. Goburo leur rappelle les règles qu'il a édictées et punit l'un d'entre eux pour lui avoir désobéi. Goburo s'excuse auprès des femmes et la fille aux cheveux roux pleure dans ses bras. Les autres gobelins arrivent et Goburo ordonne à Gobukishi de les emmener à l'extérieur. Il rassemble les autres gobelins pour qu'ils puissent regarder et Goburo les bête sans relâche et s'assure qu'ils comprennent bien les règles du village. Goburo s'arrête juste avant de mettre fin à leur jour, ce qui signifie que le premier gobelin, qui a reçu la punition, est mort. Le lendemain matin, jour 32, l'équipe de Goburo utilise à nouveau son incroyable travail d'équipe pour abattre un cheval blindé. Après de nombreuses tentatives pour le vaincre, Goburo reçoit une tonne de nouvelles capacités. L'une d'entre elles lui permet d'infliger 3 coups dévastateurs en une seule attaque. Cette nuit-là, la jeune fille aux cheveux roux s'endort dans le lit de Goburo, qui se rend compte que l'incident de la veille a dû la traumatiser. Goburo la console et lui permet de passer la nuit avec lui. Mais lorsqu'elle se réveille, Goburo découvre que Gobumi les a également rejoints dans le lit. Ce jour-là, il découvre également que Gobu s'est transformé en hobgoblin. L'entraînement se déroule très bien. Gobukishi dirige l'unité d'attaque et Gobumi est aux commandes des forces à longue portée. Obusato est responsable de l'escouade des armes légères, tandis que Gobu s'occupe des escouades de soutien. Goburo aimerait que Obuse dirige l'équipe de magie, mais elle est actuellement la seule magicienne du village. Pour le reste de la journée, Goburo laisse les capitaines s'occuper de l'entraînement et part chasser dans la forêt. Il essaie sa magie et est choqué de voir à quel point elle est puissante, puisqu'il décapite facilement un cheval blindé. Goburo ne se rend compte que plus tard que la magie l'a rendu trop confiant, alors qu'il s'enfonce dans la forêt. Soudain, il trouve une trace de sang et se souvient de ce que Gobuji avait dit à tout le monde. Le vieil homme les avait avertis de ne jamais aller dans la partie nord de la forêt pour quelque raison que ce soit, car un terrifiant monstre cramoisi appelé l'ours rouge y vit. Goburo voit que ce monstre a facilement détruit l'armure d'un cheval blindé. C'est alors que l'ours apparaît et Goburo se rend compte qu'une personne normale aurait probablement essayé de s'échapper, mais il n'est pas une personne normale. Il veut le combattre et le manger pour voir quel genre de compétences il obtiendra. Goburo a l'intention d'utiliser toutes les armes de son arsenal, il commence donc par utiliser la magie de démolition. Pendant ce temps au village, Gobumi est inquiète car elle n'a pas vu Goburo depuis un moment. Les autres ne l'ont pas vu non plus, ce qui l'inquiète encore plus. Goburo est choqué lorsque l'ours rouge sacrifie son bras pour se défendre contre son sort. Goburo est sûr que l'armure qu'il a reçue du cheval ne pourra pas le protéger. Alors il passe à l'offensive et attaque la tête de l'ours. Une fois de plus, il est choqué de voir que son épée ne parvient pas à percer le crâne de l'animal. L'ours fait voler Goburo, qui utilise ses toiles pour le piéger, mais l'ours se libère et utilise une puissante attaque de feu. Un incendie se déclare et Goburo doit soigner ses blessures. C'est un adversaire très dangereux, alors Goburo crée une barrière qui le protège du feu et finit par le transpercer par la bouche. Goburo est content de lui, mais il est choqué lorsque l'ours le frappe. Goburo a subi beaucoup de dégâts, mais il est toujours déterminé à manger l'ours et à obtenir ses capacités extraordinaires. Goburo se lance à nouveau dans la bataille et parvient à infliger des dégâts, mais ce n'est pas suffisant. Il dit alors à l'ours qu'il veut le manger, mais nous voyons qu'il perd un bras. Le 34e jour, Goburo gagne enfin la folle bataille, mais il survit à peine. Il parvient à manger l'ours et reçoit de nombreuses capacités puissantes, notamment des dégâts importants et une force accrue. Goburo s'évanouit peu après, mais nous constatons une fois de plus qu'il a dépassé ses niveaux et rempli toutes les conditions. Cela lui permet d'évoluer vers une espèce rare d'ORC.
sa conscience s'affaiblit, Goburo accepte donc d'évoluer. Au 35e jour, Goburo est choqué d'avoir évolué en ogre. Il retourne au village, mais tout le monde est terrifié par lui et craint d'être attaqué. Il se demande pourquoi l'ogre sourit et souhaite que Goburo soit là pour les sauver. Heureusement, Gobumi le reconnaît, mais au lieu d'être surprise par son évolution, elle lui en veut d'être partie si longtemps. Tout le monde est choqué de découvrir qu'il a vaincu le grand ours rouge un mois seulement après sa naissance. Les gobelins sont étonnés qu'il ait vaincu l'ours rouge, considéré comme le plus grand prédateur des bois, et commencent à poser des questions. Mi et Rubelia commencent à le suivre partout. L'une des filles, Emery, vérifie son arme usée et lui donne un nouveau couteau fait de pierres spirituelles, ce qui rend Ru heureux, bien que Rubelia et moi soyons jalouses. Ru parle aux jumelles, impressionnées par leur capacité d'adaptation, et pense qu'elles feraient de bonnes épouses. Rubelia le frappe pour ce commentaire. Il va voir Spinel l'alchimiste, qui se sent coupable d'avoir fabriqué du poison pour se défendre avant de faire confiance à Ru. Il la rassure, mais sent soudain une intense volonté de tuer. Ru ne peut plus participer à l'entraînement des autres car sa force les blesse même d'un léger coup de poing. L'armure de Kissy est presque détruite, et Kissy, démoralisé, part s'entraîner seul. Sato et moi nous entendons bien, tandis que Gobi cherche des pierres spirituelles. Ru traîne avec Sei et dit qu'il est content d'avoir mangé un slim, ce qui lui permet d'utiliser un peu son bras. Le lendemain, Gobi se précipite chez Ru avec un esprit blessé qu'il soigne. L'esprit se présente comme Latana et les remercie de l'avoir aidé. Elle explique qu'elle a été attaquée par des humains qui voulaient sans doute la pierre précieuse qu'elle porte sur la tête, d'une valeur d'1 milliard d'or. Latana leur demande de l'aider à se débarrasser des humains. Elle explique que son maître, un magicien légendaire, préférait leur donner le trésor plutôt que de le laisser aux humains. Gobi se demande ce qu'il faut faire et Ru décide d'aller voir ce qui se passe. Rubelia est inquiète, mais Ru lui assure qu'il n'a pas l'intention de tuer les humains et promet d'essayer de les persuader. Ru et Gobi se rendent dans la salle de réunion, qui mène à la salle du trésor. Il dit à Gobi de se cacher et affronte lui-même les aventuriers. Ils sont surpris de voir un ogre et attaquent, mais Ru trouve leurs attaques trop simples, notant qu'ils s'appuient trop sur les niveaux et les avancements de travail. Il est touché par un sort de foudre, mais celui-ci n'a aucun effet. Furieux, Ru les mange, gagne leur travail et trouve un sac d'objets magiques et un anneau de dissimulation. Il acquiert la capacité de boîte à objets dimensionnels. Latana les emmène ensuite à son maître Velvet, les remerciant pour leur aide avant de disparaître et de laisser sa gemme derrière elle. Ru mange la gemme, ce qui lui confère la capacité règle d'or. Avec sa nouvelle capacité de boîte à objets, il rassemble le trésor. Se sentant mal de laisser le corps, Ru décide de l'incinérer et trouve un gant, un objet légendaire qui s'attache à lui, lui donnant plus de capacité. Les autres en sont stupéfaits. Ru partage le trésor avec les autres hobgoblins, mais garde 2 objets légendaires, qui sont extrêmement rares. Tout le monde continue à progresser et Ru explore la forêt, mangeant une araignée d'or et un cerf de cristal, ce qui lui permet d'acquérir leur capacité. Il trouve un arbre énorme et rencontre une dryade. On dit que les dryades tentent les hommes et les utilisent comme nourriture. La dryade s'approche de Ru, qui lutte pour lui résister. Il cède et obtient la bénédiction de la dryade, qui espère son retour. Ru continue de combattre les monstres et d'acquérir des pouvoirs. Lorsqu'il revient au camp, les filles l'ignorent, troublées par les marques de baisers de la dryade sur son cou. Il se demande ce qu'il doit faire, mais Spinel l'embrasse soudain, exprimant ses sentiments. Moi, voyant cela, s'accroche à lui, voulant l'embrasser à son tour, et les autres filles font de même. Le lendemain, Ru révèle que sa capacité de recherche s'est améliorée, sentant un groupe s'approcher. Il va à leur rencontre et se rend compte que les elfes sont venus leur rendre visite. Leur chef méprise les gobelins, les traitant de sauvages, et leur offre une récompense s'ils parviennent à vaincre les humains qui menacent les bois. Gobuji pense que c'est une offre généreuse, mais Ru refuse, ne se souciant pas des intentions des elfes. Les elfes se préparent à se battre, mais Ru dégage son aura et les étourdit par sa puissance écrasante. Sachant qu'il est entouré d'archers, il menace de tuer le chef s'il ne leur ordonne pas de se retirer. Le chef, craignant pour sa vie, obéit. Nous voyons ensuite Ru chasser un sling gris et en consommer le noyau, ce qui lui donne une nouvelle compétence appelée réplication automatique. Il décide de l'essayer et utilise son sang pour invoquer une petite créature, réalisant qu'il peut l'utiliser pour voir ce qui se passe autour de lui. Il décide de mettre son sang sur les vêtements des filles pour les protéger. Quelques jours plus tard, Ru sent les elfes approcher à nouveau. Leur chef ordonne une attaque, mais Ru pousse un puissant rugissement qui étourdit les elfes.
Il les capture avec sa toile et demande au chef pourquoi il est revenu. Celui-ci avoue qu'il veut se venger, bien que ses compagnons aient essayé de l'en empêcher. Ru annonce qu'il tuera le chef mais offre aux autres une chance de vivre en participant à des batailles simulées contre les gobelins. Plus tard, 6 elfes sont vaincus et Ru les mange pour acquérir leurs compétences. Il annonce aux autres elfes qu'ils seront gardés comme prisonniers. Gabugi est excité parce que la plupart des prisonniers sont des femmes, mais Ru l'avertit de ne pas les toucher. Le chef supplie pour sa vie, mais Ru l'exécute et le mange. Kissy revient à la grotte après avoir vaincu un ours et évolué au niveau maximum. Tout le monde est surpris, mais Ru est satisfait des progrès de Kissy. Nous apprenons que Kissy a évolué en une variante spéciale avec la bénédiction des demi-dieux. Il défie Ru de se battre, pensant qu'il peut égaler la puissance de Ru. Ils s'affrontent, et bien que Kissy se soit bien battu, il reconnaît la force de Kissy et le considère comme un rival. Plus tard, Ru fait un rêve dans lequel une silhouette sombre lui offre un cadeau. À son réveil, il découvre que les gobelins sont inspirés par Kissy et qu'ils évoluent. Spinel teste leurs capacités et révèle que l'un d'entre eux peut devenir un mage. Elle présente à Ru un hobgoblin nommé G, qui ferait un bon clerc. Ru apprend également que c'est devenu un demi-sorcier, bien qu'elle soit déconcertée par d'étranges marques sur son corps. Dehors, elle teste ses pouvoirs en lançant de multiples boules de feu qui causent des dégâts. Elle se vante de sa magie, mais Ru dit qu'il en a assez vu. Elle n'a pas encore atteint son plein potentiel et peut encore devenir un seigneur des sorts. Elle reçoit un nouvel équipement et Ru remarque que les villageois deviennent plus forts. Le lendemain, des gobelins plus âgés s'adressent à Ru pour lui dire qu'ils n'aiment pas sa façon de diriger le village et qu'ils veulent partir. Ru leur fait ses adieux et leur offre un cadeau d'adieu, un couteau en mithril. Il rencontre ensuite un ORC avec un humain mort, tue l'ORC et consomme le corps de l'humain pour acquérir une capacité intéressante. De retour à la grotte, Spinel donne à boire à Ru, qui se rend compte qu'il s'agit de bière. Ils font un festin et Ru informe tout le monde du départ des gobelins. Il demande si quelqu'un d'autre veut partir, mais tout le monde reste silencieux, indiquant qu'ils sont heureux au village. Ils boivent ensemble et Ru utilise son sang pour créer des boucles d'oreilles qui lui permettent de communiquer à distance avec les autres. Gobi vainc un triorne en un seul coup, mais Ru remarque qu'il est toujours vivant. Il utilise la capacité qu'il a obtenue de l'humain, appelé dompteur de monstres, pour apprivoiser le triorne. Il trouve cette compétence utile et commence à apprivoiser d'autres créatures pour servir le village. Rubelia combat des kobolds et débloque un nouveau job, le soldat noir, qui lui permet de monter en niveau plus rapidement. Mais elle doit continuer à consommer des monstres pour survivre. Rubelia informe Ru que des humains sont entrés dans les bois, signe que la guerre est imminente. Ils sont bientôt confrontés à une horde de squelettes qui poursuivent les kobolds jusqu'à la grotte. Ru ordonne à ses hommes de combattre les squelettes, mais il constate que leurs armes ne sont pas efficaces. Ru se rend compte que les squelettes sont faibles face aux attaques contondantes et ordonne à ses hommes de se battre avec leurs poings. Il prend les choses en main, vainc les squelettes et acquiert leurs capacités. Les kobolds, reconnaissant à Ru de les avoir sauvés, le reconnaissent comme leur maître. Ils expliquent qu'ils ont accidentellement réveillé les squelettes en creusant dans un trésor. Ru décide de les aider à se rétablir et constate que son village devient de plus en plus diversifié et intéressant. Ru et Kissy partent à la chasse et repèrent un groupe d'humains suspects. Ru apprend qu'ils ont l'intention d'enlever la fille du chef des elfes. La nuit, les humains attaquent, tuent les gardes elfes et tentent de capturer la fille. Ru intervient et bat facilement les attaquants. Il interroge l'un d'entre eux et apprend que les humains prévoient d'attaquer dans une vingtaine de jours. La jeune fille se méfie d'abord de Ru, mais se calme lorsqu'il lui explique la situation, notamment la présence d'un traître parmi les elfes. Le lendemain, Ru escorte la jeune fille jusqu'à son village, où ils sont accueillis par des archers qui leur lancent des flèches en mithril. La jeune fille demande aux elfes de se retirer et appelle Ru son sauveur. Il rencontre le chef des elfes, qui récompense Ru avec un objet ancien. Ru fournit des informations sur les plans des humains et il conclut un marché. Le chef leur donne d'autres objets rares ainsi que de l'alcool et des médicaments. Ru promet d'aider les elfes s'ils ont des problèmes. Le lendemain matin, Ru découvre que me s'est transformé en une variante de vampire, capable de contrôler la glace et d'avoir un effet ensorcelant. Gobi est devenu un demi-seigneur de la terre capable de manipuler le terrain, tandis que Sato est devenu un demi-seigneur de sang capable de manipuler le sang comme une arme. La guerre approchant, Ru prépare tout le monde au combat, en donnant des appareils de communication aux kobolds. Les elfes refusent les appareils en raison de tabous culturels, mais Ru les convainc de les utiliser pour leur sécurité. Ru invoque un squelette à l'armure noire pour s'entraîner,
apprenant ainsi qu'il peut invoquer d'autres types de morts vivants. Cependant, il brûle à la lumière du soleil. Le groupe compte désormais plus de 100 personnes, les cobaltes étant les plus faibles. Ru les emmène suivre un entraînement supplémentaire et attrape d'autres loups familiers la nuit. Ru découvre que la hallebarde qu'il a utilisée pour combattre l'ours rouge a pris une nouvelle forme. Il semble qu'Imri l'ait améliorée en utilisant des matériaux qu'ils ont obtenus des elfes. Ru est émerveillé par son travail, et il s'avère qu'elle est également devenue forgeron élémentaire. Kissy s'approche de Ru et lui avoue qu'il aime Gobi. Ru pense que c'est évident, mais Kissy ne sait pas comment le lui dire. Ru lui conseille de se lancer, car plus vite il aura une réponse, plus vite il pourra passer à autre chose. Kissy lui avoue donc ses sentiments ce soir-là. Le lendemain, tout semble s'être bien passé car Kissy se sent plus fort que jamais. Nous découvrons que Gobi me demandait également des conseils, ce qui a permis à Ru de savoir que les choses allaient s'arranger. Après l'entraînement, le groupe part à la chasse et Ru acquiert de nouvelles capacités. Il essaie l'exosquelette, qui lui donne une armure dotée d'un système de guérison et d'absorption des chocs. Cependant, il la trouve trop extravagante et l'enlève, pour se retrouver nu car la compétence à utiliser ses vêtements comme matériaux pour l'armure. La compétence pouvant utiliser différents matériaux, il l'essaie avec un autre matériau et obtient des ailes d'insectes, mais il a du mal à s'y habituer. Le groupe continue de s'améliorer, Imri créant une arbalète à tir rapide et Spinel fabriquant un nouvel objet à partir de squelettes noirs. Un groupe d'elfes envoyés par le chef leur rend visite, les informant que les humains ont commencé leur attaque. Ils promettent une grande récompense et Ru accepte de les aider, à condition qu'ils puissent agir librement. Ils donnent aux elfes un appareil de communication à transmettre à leur chef. Excité, Ru rassemble tout le monde et annonce qu'ils vont devenir un groupe de mercenaires. C'est leur demande leur nom, et Ru choisit « Parabellum » qui signifie « Préparez-vous à la guerre ». Tout le monde est enthousiaste. Ru conduit son groupe tôt le matin vers un camp humain entouré d'une barrière magique. C'est suggère de la détruire et Ru ordonne à tout le monde de se mettre en position. Il utilise son gantelet pour tirer une puissante explosion qui brise la barrière d'un seul coup, provoquant la panique des humains. Gobi crée un mur de terre autour d'eux et s'émet le feu au camp avec sa magie. Ru convoque d'innombrables squelettes et se prépare à éliminer les humains, qui commencent à riposter. Un chevalier nommé Thérèse, leur commandant, ordonne à ses soldats d'abattre Ru. L'un de ses mages lance un barrage de projectiles, créant une ouverture pour qu'elle puisse charger. Elle utilise un autre sort pour se déplacer à une vitesse incroyable. Ru est impressionné par ses compétences, mais l'élimine avec désinvolture. Ru reconnaît son talent et veut qu'elle rejoigne son groupe, mais elle refuse, disant qu'il ne la prendra jamais vivante. Il ordonne à son équipe de capturer les humains talentueux et de tuer les inutiles. Me utilise son mauvais œil pour contrôler les soldats et les faire s'attaquer les uns les autres. C'est manipule leur sang pour créer des épées et massacre les humains. Même après la défaite de ses hommes, Thérèse continue de se battre, poignardant Ru de toutes ses forces sans parvenir à percer sa peau. Un autre mage invoque un dragon pour tenter de sauver Thérèse, mais Ru le neutralise à l'aide d'un bouclier magique. Après la bataille, Ru fait la fête avec le chef elfe, qui le remercie de s'être occupé des humains. Ru s'occupe des humains capturés et leur donne des médicaments fournis par les elfes. Thérèse est méfiante, pensant qu'il a l'intention de l'utiliser pour la reproduction. Ru leur donne des brassards d'oreilles qui les empêchent de mentir, ce qui lui permet d'obtenir des informations. Il en fait part au chef, qui promet de l'alcool en échange. Ru utilise l'appareil de communication pour informer le chef que les humains prévoient d'attaquer depuis différentes directions, après avoir dispersé leurs soldats dans la forêt. Ru se prépare à tendre une embuscade aux humains et voit des centaines de soldats marcher dans les bois. Il donne le signal et ses hommes bloquent le chemin. Les soldats paniquent lorsque des rochers tombent des falaises, faisant de nombreuses victimes. Ils tombent dans les pièges de Ru et les gobelins attaquent. Kissy capture le chef humain, qui tente de se défendre mais finit par être maîtrisé. Les prisonniers craignent d'être emprisonnés, mais leur chef, Crowback, leur assure le contraire. Crowback, un roturier, leur dit de se calmer. Ru interroge Crowback, qui lui révèle que les humains sont à la recherche d'un médicament elfique secret pour guérir la maladie incurable de leur princesse. Ru pense que les humains sont cupides, croyant qu'ils veulent la guérir uniquement parce qu'elle est fiancée à un empereur. Gobi découvre une source d'eau chaude et Ru construit un bain pour que tout le monde puisse se détendre. Le lendemain, Ru entraîne les prisonniers à améliorer leurs aptitudes au combat en simulant des batailles. Nous voyons Sei et moi commander les prisonniers, tandis que Ru note leurs capacités. Crowback défie Ru au combat, mais Ru le bête facilement. Ru enlève alors le collier de Crowback et le charge d'entraîner Rubelia,
car il veut qu'elle devienne plus forte. Ru rencontre le chef des elfes, qui accepte les prisonniers blessés. Ru s'enquiert de la médecine secrète qui peut guérir toutes les maladies. Le chef révèle qu'il a déjà donné à Ru, lui conseillant de ne pas laisser les humains l'avoir. Ru essaie le médicament et acquiert la capacité, sans médicinale, qu'il utilise pour guérir instantanément un prisonnier. Le lendemain soir, un commandant humain prend le thé lorsque la lance de Ru le transperce soudainement, tuant les soldats qui se trouvaient à proximité. L'équipe de Ru apparaît et élimine les humains restants. Le lendemain, Ru rend visite au chef, qui souhaite mettre fin à la guerre. Le chef envoie son unité d'élite pour soutenir Ru, anticipant la bataille finale. Thérèse dit à Ru qu'elle veut le servir, mais lui demande de donner le remède secret aux humains pour sauver la princesse. Ru réfléchit aux implications, y compris aux conflits religieux potentiels, car il détient la bénédiction du dieu de la disparition et de l'origine. Il dit à Thérèse qu'il y réfléchira. Le groupe de Ru s'approche de la base ennemie, sachant qu'il est en infériorité numérique. Il se rappelle avoir fait des repérages dans la région et avoir appris de Crobac et Thérèse l'existence des Rugal-Ordon, un groupe de 8 guerriers héroïques bénis par les dieux. Ru se réjouit à l'idée de les combattre, dans l'espoir d'acquérir leur pouvoir. Il invoque des squelettes, malgré les remarques de M sur l'approche de l'aube. Il explique son plan et ordonne à ses amis de sécuriser le périmètre. Les squelettes de Ru chargent, semant le chaos parmi les humains. Bien que les squelettes commencent à disparaître avec le soleil levant, Ru les a recouverts de bave pour les protéger de la lumière du soleil. Ru se joint à la bataille, utilisant l'eau et le sang pour déclencher une puissante vague, anéantissant les soldats. Un garçon nommé Philippe, l'un des Rugal-Ordon, s'approche. Ru le connaît sous le nom de Bongbug, mais n'aime pas ce surnom. Philippe, béni par le dieu des insectes démoniaques, montre ses pouvoirs en créant et en libérant des insectes. Lorsque les soldats commencent à se déplacer, Ru remarque qu'il ne s'agit pas de zombies puisque le soleil ne les affecte pas. Il pense qu'ils sont contrôlés par des parasites. Philippe explique que les membres du Rugal-Ordon ne sont pas aussi puissants que les héros, mais qu'ils peuvent renforcer leurs alliés. Il utilise sa capacité pour transformer les soldats en insectes, et ils attaquent Ru. Ru les transperce et Philippe, impressionné par ses compétences, décide de contrôler les insectes pour coordonner leurs attaques. Malgré les coups reçus, la régénération de Ru empêche les insectes de le tuer. Philippe invoque alors un énorme mille-pattes, classé comme catastrophe naturelle, qui paralyse Ru avec son venin. Le mille-pattes met Ru à terre et Philippe lui ordonne de terminer sa mission. Cependant, Ru parvient à disparaître et à lancer une attaque surprise, que Philippe esquive de justesse. Philippe se demande comment Ru a survécu, soupçonnant qu'il a utilisé un faux cadavre. Alors que Philippe s'apprête à utiliser son arme secrète, mais Ru attaque soudainement, brisant sa fiole. Se sentant irrespectueux, Philippe fait apparaître des tentacules de son corps et crée une armure en consommant des cadavres. Ils s'affrontent, mais Ru contre-attaque et l'élimine. Alors que Ru vole, Philippe se demande comment il peut être aussi puissant sans un réveil épique. Ru révèle sa tenue d'insecte et invoque son exosquelette, affirmant qu'ils sont à égalité. Ru porte un coup dévastateur à Philippe, l'envoyant s'écraser au sol. Pendant ce temps, les amis de Ru battent les soldats ennemis, mais me sent que quelque chose ne va pas et s'envole. Philippe décide qu'il en a assez, abandonne son armure et tente de s'échapper. Ru le poursuit mais est ralenti par l'armure. Me arrive et est soulagé de voir que Ru va bien. Ru révèle qu'il a envoyé un répliquant furtif à la recherche du leader humain. Il s'adresse au prince du royaume, lui offrant le remède secret pour sauver la princesse et lui faisant part de son désir de mettre fin à la guerre. Les soldats demandent des instructions et Ru leur dit d'envoyer un messager, car ils ont déjà acquis le médicament secret. Ru ne voulait pas tuer le prince, craignant les représailles du royaume. Gobi détruit une falaise, créant un mur autour de la forêt, et ils soignent leurs soldats blessés. Alors que 2 humains tentent de retourner à leur base, ils rencontrent Ru. Il les épargne et déclare que la guerre est terminée. Ru organise des funérailles pour ses camarades tombés au combat, notant la perte de 30 personnes dues à la guerre. Il brûle les corps pour éviter qu'ils ne se transforment en zombies ou en fantômes. Ses amis pleurent et Ru promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer leur survie. Certains gobelins évoluent après la bataille. L'un d'entre eux devient un demi-saint-seigneur, doté d'un puissant bouclier, tandis qu'un autre se transforme en ghoul à force de manger des zombies. Ru se méfie d'elle. Il rencontre également Mei, qui a acquis une capacité de vision à distance grâce à des yeux répartis sur tout son corps, ce qui lui permet de recueillir des informations. Le chef des Kobolds, Akita, évolue et révèle son vrai nom à Ru, en signe de loyauté. Les vrais noms sont spéciaux et doivent être gardés secrets pour éviter les malédictions.
Rue réfléchit à ce qu'il va faire des prisonniers, leur offrant le choix de partir ou de rester en tant que membres provisoires. Certains sont mécontents d'être traités comme des bleus alors qu'ils sont plus forts que les autres gobelins. Rue les défie de se battre, et ils activent leurs armes orbitales, mais ils les dominent facilement. Ils soignent leurs blessures, mais Rue est frappé par une attaque sournoise qu'il envoie dans les airs. L'attaquant, un gorille, se déclare chef, mais Rue lui donne un coup de poing qui le détruit. Il trouve le demi-d'Empire en train de flirter avec et lui donne une correction spéciale. Malgré cela, il gagne 50 nouveaux membres provisoires. Rue présente Emery à des nains, qui semblent impolis, mais il lui demande de s'entendre avec eux car ce sont des artisans qualifiés. Ils offrent à Rue un nouveau marteau de guerre. En se promenant dans les bois, Rue réfléchit au changement. La dryade apparaît soudain et s'amuse avec lui, le laissant avec des marques de baisers, à la grande colère des filles lorsqu'il retourne à la base. Rue commence à cultiver des graines magiques provenant d'une dryade, qui poussent plus vite et sont plus nutritives. Certains membres provisoires décident de partir et les nobles prisonniers sont libérés, mais ils ont subi un lavage de cerveau de la part de Meux et deviennent des espions. Rue apprend que l'armée se retire. Le chef des elfes est soulagé et invite Rue à un banquet. Rue fabrique un véhicule en forme de 1000 pattes squelettiques, que les filles trouvent effrayant. Il leur explique qu'il peut être utilisé comme véhicule et qu'il prévoit de les ramener chez elles, en leur donnant la possibilité de choisir de rester ou non. Au cours d'une fête organisée pour accueillir les nouveaux membres, ils discutent de l'aspect intimidant du mille-pattes. Le Dampire, Danny, note le mépris des demi-humains dans l'Empire et le Royaume, si bien qu'un garant issu d'une famille noble sera nécessaire pour entrer dans la ville. Zé propose de l'aider. Rue divise le groupe pour recueillir des informations sur le monde extérieur, en leur rappelant que personne n'est autorisé à mourir. Alors qu'ils se dirigent vers la ville de Trian, ils arrivent dans la nouvelle partie de la ville, provoquant la panique des habitants qui craignent d'être attaqués. Les compagnons de Rue lui expliquent leur situation et ils trouvent un endroit où loger. Rue dit aux filles qu'elles peuvent quitter son groupe et rester dans la ville, mais qu'il les apprécie et préfère les avoir à ses côtés. Rubelia montre à Rue la guilde des aventuriers, où il est immédiatement attaqué. Après s'être défendu, un vieil homme leur conseille de s'inscrire comme aventurier. Me invite Rue à faire du shopping, mais il a besoin de recueillir des informations et se déguise en humain. Il entend des gens parler de lui et se rend compte qu'il sera difficile de faire de la publicité pour son entreprise. Il tombe dans une embuscade tendue par des voyous, qu'il bat et mange. Il remarque que les voyous portent des bagues au même motif, ce qui indique qu'ils travaillent pour une organisation criminelle. Il entend un garçon se disputer avec des hommes qui refusent de libérer un otage bien qu'ils aient été payés. Le garçon les menace, mais ils l'abattent. Rue intervient, assomme les hommes et les infecte avec son répliquant. Le garçon pense que Rue aurait dû les tuer, mais Rue a un plan et lui donne une carte de visite, l'invitant à contacter Parabellum pour obtenir de l'aide. Ce soir-là, le garçon rend visite à Rue, lui demandant de l'aide pour sauver une princesse kidnappée. Rue lui révèle qu'il sait où la trouver. Il trouve la cachette des voyous et Rue les élimine, menant le garçon à la princesse. En examinant un document, Rue se rend compte que tout a été planifié. Il conseille au garçon de n'en parler à personne, mais celui-ci refuse. Dan utilise l'hypnose pour l'obliger à obtempérer. Le lendemain, Rue apprend l'existence de la prochaine génération de gobelins et s'en réjouit. Cependant, il s'inquiète de voir les filles humaines le quitter, alors il leur rend visite. Elles lui assurent qu'elles veulent rester, et il les remercie de leur loyauté. Plus tard dans la journée, la princesse rend visite à Rue, sachant que c'est lui qui l'a sauvée. Elle se présente comme Elise Sternbell et mentionne qu'elle est au courant de l'existence du Parabellum. Elle leur demande de l'escorter jusqu'à la capitale royale, mais Rue refuse, lui rappelant qu'elle a des gardes. Elise insiste, disant que ces gardes sont inutiles, et le garçon révèle qu'elle les paiera avec une plaque d'or pour le travail. Les filles informent Rue qu'une plaque d'or vaut 1 million de pièces d'or, ce qui rend l'offre trop belle pour la laisser passer. Rue accepte le travail mais se demande pourquoi Elise n'a pas de garde. Elle explique qu'elle les a laissés derrière elle, et Rue craint qu'ils ne le prennent pour un kidnappeur, mais il décide d'honorer le contrat. Ils chevauchent le mille-pattes squelette et, en chemin, la princesse leur indique un troupeau de buffles. Ils en tuent un pour se nourrir, mais Rue a l'idée d'apprivoiser un buffle pour rendre le mille-pattes squelette moins visible. En poursuivant leur voyage, ils chassent des monstres, mais Elise ne cesse de se mettre en danger, ce qui fait comprendre à Rue qu'elle a des ennuis. Ils tombent sur un nid de serpents tortues et Rue les en sort. Elise s'excuse pour son comportement imprudent et aide à préparer le repas. Rue remarque qu'Elise comprend les dangers des monstres mais fait des choses ridicules par curiosité. Le garçon, un chevalier, est sur le point de s'entraîner avec Rue, mais Elise insiste pour le rejoindre car elle veut apprendre à se battre. Rue remarque que le garçon manque d'expérience au combat et qu'il doit devenir plus fort. Il voit également le potentiel d'Elise et sait qu'elle est déterminée à s'améliorer.
Ils discutent de l'itinéraire et apprennent que le chemin le plus court est extrêmement dangereux car il implique de traverser le territoire des créatures les plus puissantes des montagnes, les aigles filets. Le garçon mentionne que leur chef, l'aigle de jade, a la bénédiction d'un dieu, ce qui le rend très puissant. Tout le monde suggère de l'éviter, mais Ru décide de le chasser. Il rencontre les aigles des filets et Ru les capture tous. Le groupe les mange pour le petit déjeuner, mais l'aigle de jade apparaît, ce qui entraîne une bataille. Au bout d'une heure, tout le monde s'inquiète de voir que Ru a perdu un bras, mais il le régénère en le mangeant. Il révèle qu'il ne se battait pas sérieusement auparavant, puis libère toute sa puissance, vainc l'aigle de jade et découvre une pierre d'âme à côté de son cœur. Les filles réalisent qu'il s'agit d'une pierre extrêmement rare et précieuse. Ru mange l'aigle de jade et acquiert ses capacités. Élise demande pourquoi il mange tout ce qu'il tue, et Ru explique qu'il le fait pour s'approprier leurs regrets et leur rancune, reconnaissant que son explication peut sembler étrange. Ils arrivent au village de Mason, où les gens paniquent et se préparent à combattre Ru. Cependant, Élise leur montre son blason, ce qui les fait taire et permet à Ru d'entrer dans le village. Le maire leur donne un endroit où loger et leur montre les sites touristiques, voulant que la princesse profite de son temps. Ce soir-là, tout le monde boit ensemble, et lorsqu'un homme touche, elle le bête. Ru défie les villageois de participer à un concours de boissons, en offrant 4 assiettes d'argent en guise de prix. Les villageois acceptent, mais ils sont tous ivres, car les ogres ne peuvent pas s'enivrer. Ru a fait cela pour leur faire oublier l'incident de Me. Le lendemain, ils poursuivent leur voyage. Ru se rend compte que les jumelles sont toutes deux enceintes de ses enfants. Il appelle Gobuji, ne sachant que faire, mais Gobuji lui dit qu'ils n'arriveront pas à temps dans leur village car les enfants ogres naissent rapidement. Gobuji mentionne également que les femmes humaines risquent de ne pas survivre à l'accouchement. Ru trouve un endroit où accoucher, en disant aux jumeaux de s'accrocher. Il lui assure que tout ira bien, mais Spinel remarque qu'ils s'affaiblissent et qu'ils ont besoin de quelque chose de nourrissant. Ru retire son bras et le leur offre pour qu'ils se nourrissent, mais ils refusent. Il en prend lui-même une bouchée et les embrasse, les forçant à la consommer, disant qu'il ne veut pas qu'ils meurent. Ils atteignent une grotte où ils sont attaqués par des ours, mais et les autres règlent la situation. Ru prépare un lit pour les jumeaux et utilise son pouvoir de guérison pour les maintenir en vie alors que leur ventre se gonfle. Il réussit à mettre au monde les bébés et les sœurs survivent. Ru se sent soulagé et réalise qu'il est désormais père. Gobuji appelle, disant que les enfants sont probablement métis et suggère de leur enlever leurs cornes pour éviter le rejet de la société. Ru n'est pas d'accord et promet de les aimer malgré tout. Il nomme la fille Oro et le garçon Argent, d'après la couleur de leurs yeux. Le lendemain, Ru quitte seul la grotte à la recherche d'un puissant monstre. Il rencontre un cerf géant, le cerf blanc, et pense qu'il s'agit d'une créature de niveau boss. Bien qu'il doute de sa capacité à le vaincre, il le combat quand même. Le cerf enlève ses bois et s'enfuit. Ru envisage de manger les bois mais décide de les garder pour ses enfants. Il rencontre ensuite un groupe d'aventuriers qui combattent des monstres. Il observe le combat de leur chef contre une créature appelée Baylor. Ru remarque la force de Baylor mais voit aussi les aventuriers se débattre. Baylor est vaincu par des flèches magiques et Ru recueille ses restes. Les aventuriers, pensant que Ru est une menace, se préparent à le combattre, mais Ru leur offre des potions en échange des restes de Baylor. Les aventuriers acceptent et Ru s'en va, intéressé par les compétences du chef. Ru mange Baylor et retourne à la grotte, où sa famille l'accueille. Il donne la corne du cerf blanc à ses enfants pour améliorer leurs capacités et en partage une partie avec Rubelia, ce qui lui confère d'étranges nouveaux pouvoirs. Rubelia obtient un nouveau travail appelé mangeur de cerfs. Ru reconnaît la force du cerf blanc et sait qu'il n'est pas encore assez puissant pour le dompter. Il s'endort et le système l'informe que son niveau est au maximum et lui demande s'il veut devenir un seigneur apôtre. Il accepte et gagne des capacités spéciales, mais un message d'erreur lui indique qu'il doit encore remplir certaines conditions pour débloquer un nouvel ensemble de compétences. Le lendemain, ils poursuivent leur voyage et se rendent compte qu'Emery et Spinel sont enceintes. Ru sait ce qu'il faut faire, installe un camp et aide à l'accouchement. Le fils d'Emery est un OORC, tandis que la fille de Spinel est humaine et plus petite. Il se repose dans un endroit appelé Purgatoire, où Élise se déguise, inquiète d'être reconnue alors qu'ils approchent de la capitale. Les filles se reposent à l'auberge pendant que Ru conduit les autres à la guilde des aventuriers. Rubelia trouve une salle d'entraînement, et un groupe d'aventuriers défie Ru. Ce dernier leur dit de combattre les autres à la place, ce qui entraîne la défaite des aventuriers. Ru les invite à rejoindre Parabellum. Plus tard, Ru va faire du shopping avec les filles et achète un appareil photo, qu'il utilise pour prendre des photos de ses bébés. Ce soir-là, Ru décide de contacter d'autres membres de Parabellum. Il appelle Sato, qui lui révèle que C'est a pu acheter des livres de sorts en capturant des criminels pour gagner de l'argent.
Il contacte ensuite May, qui a rassemblé des informations. Rue sait qu'elle travaille dur et lui dit de faire une pause. Il pense à appeler Kissy, mais il a soudain la vision d'une personne coupée en deux, ce qui le fait paniquer. Rue décide de se rendre dans la ville de Gios pour prendre des nouvelles de Kissy. Il dit à Elise que cela prendra 2 jours, ce qui signifie qu'ils n'atteindront pas la capitale de sitôt, mais elle convient que ce n'est pas un problème. Pendant le voyage, tout le monde observe les bébés et se rend compte que l'enfant de Spinel ne se développe pas aussi vite que les autres, probablement parce que les humains mettent plus de temps à mûrir. Rue voit avec un collier qu'il lui a offert, mais elle a l'impression de ne pas être assez bien pour lui, pensant qu'elle est en train de prendre du retard. Elle lui révèle qu'elle veut avoir un enfant avec lui, et il lui assure qu'il ne la quittera jamais, disant que ce n'est pas grave si elle ne peut pas porter ses enfants. Ils atteignent Gios et voient un donjon. Ils rencontrent des aventuriers qui s'enfuient en disant qu'il y a un minotaure surpuissant à l'intérieur. Rue parle au maire, expliquant que le minotaure est son ami, mais le maire dit que les aventuriers essaient de l'éliminer. À l'entrée du donjon, Kissy apparaît avec Gobi. Rue remarque qu'ils ont grandi. Gobi révèle qu'ils n'ont pas tué les aventuriers. Rue interroge Kissy sur sa vision. Kissy explique qu'il a atteint la partie la plus profonde du donjon, où un monstre boss a copié Rue. Kissy n'a pas réussi à le vaincre et le système lui a dit qu'il était mort, mais sa mort a été annulée par l'une des capacités de Rue. Kissy reçoit la bénédiction du dieu de la foudre, acquiert de nouveaux pouvoirs et coupe le monstre en 2. Rue réalise qu'il s'agit de la vision qu'il a eue. Kissy révèle qu'il est désormais un minotaure et que Gobi est un seigneur de la terre. Kissy veut tester ses compétences et défie Rue de se battre. Il se dirige vers l'arène et Elise se demande pourquoi ils se battent. May explique qu'ils sont rivaux. Kissy veut être considéré comme l'égal de Rue, sachant qu'il n'a jamais gagné contre lui. Ils commencent à se battre, leurs armes s'entrechoquent. Rue se rend compte que Kissy est plus fort qu'avant. Rue charge et par l'attaque de Kissy, mais une explosion oblige Rue à s'éloigner. Il se rend compte que les flammes de Kissy sont plus fortes parce qu'il veut vaincre Rue. Ils s'affrontent à nouveau et Rue utilise la magie pour attaquer par derrière, mais Kissy se défend et invoque une boule. Rue lutte pour l'éviter et utilise une nouvelle capacité pour augmenter ses statistiques. Il projette Kissy au loin et attaque à une vitesse ridicule. Kissy peine à se défendre et déclenche une rafale de flammes qui désoriente Rue. Kissy s'élance vers Rue, qui tente de l'arrêter avec de la magie, mais Kissy la bloque avec son bouclier et attaque Rue avec tout ce qu'il a. La puissante onde de choc menace tout le monde dans l'arène, et Kissy se rend compte qu'il a oublié de se retenir, inquiet d'avoir pu blesser ses amis. Rue se reprend, et s'élance avec une nouvelle compétence, déchaînant des poings enflammés. Kissy tente de bloquer, mais son bouclier se brise et Rue porte le coup de grâce. Rue se souvient de l'époque où il chassait les gobelins et réalise le chemin parcouru. Après le combat, Kissy et Gobi rentrent chez eux et le groupe atteint la capitale royale. Elise les emmène dans son palais et leur dit de rester pendant qu'elle prépare leur récompense. Ils ont un festin pour le dîner, mais peinent à dormir dans de si belles chambres. Le lendemain, Elise donne à Rue son paiement et une carte d'accès gratuit à la capitale. Rue se demande s'il doit l'accepter, mais Elise a l'intention de lui demander à nouveau ses services, et elle veut donc qu'il revienne librement. Rue laisse quelques-uns de ses répliquants en ville, et le groupe reprend la route. Le voyage se déroule sans encombre, mais May est déprimé, inquiète de prendre du retard sur Kissy. Rue lui rappelle qu'il ne l'abandonnera jamais et lui promet de l'aider à s'entraîner. Ils font une pause, et Rue invoque des géants pour m'aider à m'entraîner. Elle donne tout ce qu'elle a et bat plus de 50 géants, mais elle a l'impression que ce n'est pas assez. Rue lui dit qu'elle s'est bien débrouillée, mais elle s'évanouit soudain. Il la ramène auprès des autres et ils dînent tous ensemble. La nuit, May se transforme en seigneur d'Empire, et Rue est heureux qu'elle soit à nouveau heureuse. Ils retournent dans la forêt et trouvent la grotte complètement différente. Les autres les accueillent et leur disent qu'ils ont fait des rénovations. Gobi leur montre la nouvelle ferme, et même la dryade s'y est installée pour aider à la plantation. Il y a aussi un ranch pour les animaux. Soudain, Jay arrive en courant, disant que Gobuji est en train de mourir. Rue lui rend visite et présente ses enfants à Gobuji. Gobuji est heureux de les voir et n'arrive pas à croire que Rue est le bébé qu'il a tenu dans ses bras. Il se sent honoré de faire partie de quelque chose de spécial, mais il meurt. On lui organise des funérailles et on apprend qu'il avait une 20aine d'années. Rue ne sait pas combien de temps ils vivront, mais il pense que cela n'a pas d'importance tant qu'il est avec tous ceux qui lui sont chers. En l'honneur de Gobuji, Rue décide d'organiser un tournoi pour voir comment tous les membres de Parabellum se sont améliorés. Nous voyons tout le monde se battre et essayer leurs nouvelles compétences. Kissy obtient un nouveau match avec Rue, le remerciant de l'avoir aidé à devenir plus fort mais jurant de le surpasser. Ils se chargent l'un l'autre, provoquant un affrontement massif, et se battent jusqu'à la fin de la journée. Rue l'emporte. Tout le monde compare ses résultats et les jumeaux servent le dîner. Rue réfléchit à la force que chacun a acquise.
Le soir, Rue reçoit un appel d'Élise qui lui demande à nouveau ses services. Il essaie de refuser, mais elle lui fait une offre qu'il ne peut pas refuser. Il réunit tout le monde le lendemain et ils se préparent à partir pour leur prochaine aventure dans la capitale. C'est ainsi que se termine la première saison. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine.